Salim, vous êtes Oui. voilà, consultant et bénévole à Second Souffle C'est Lille. ça. Voilà, vous avez travaillé à l'APEC aussi? Oui, c'est ça. Je travaille toujours à l'APEC. Et toujours à Donc, l'APEC. je suis consultant aussi à l'APEC, en Voilà. accompagnement Alors, des cadres et des cadres dirigeants. Des cadres et des cadres dirigeants. Alors, expliquez-nous un petit peu comment peut-on rebondir sereinement par le salariat. Déjà, tout simplement. Comment ça se passe quand on vient voilà, on peut venir vous rencontrer. Alors vous moi, voir. quand je reçois justement les cadres, les chefs d'entreprise qui viennent de chez Second Souffle, alors généralement, il y a tout un process qui est sur mesure en fait. C'est Alors, en fonction. Combien de temps ça dure? C'est-à-dire qu'il y a un premier entretien et puis on revoit les personnes et finalement on considère que voilà, cet accompagnement va pouvoir s'opérer. En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de durée en fait limitée, étant donné que c'est pas processé, puisque Oui. chaque personne est unique, son projet, le projet est unique aussi, et c'est en fonction aussi, bien évidemment, des attentes et du besoin, du chef d'entreprise. Mais généralement, il y a un premier entretien d'échange pour voir à peu près comment est le chef d'entreprise, puisque faut aussi dire que quand vous arrivez pour vous faire accompagner, vous faire coacher, il faut déjà être au clair dans sa tête. Oui. Et donc avoir justement cette envie de passer à autre chose et de justement de rebondir. Ça, c'est déjà un point très Essentiel, important. exactement. Essentiel, quoi. Ouais. Généralement, à Second Souffle, nous avons une coach qui, elle, travaille justement sur ces aspects-là de conscientisation, de prise de conscience et de confiance. Et justement, donc j'ai mis un petit... donc c'est la slide d'après. Voilà, donc j'ai mis en gros la stratégie du rebond, comme moi je la définis, comme généralement en fait je la mets en place dans mon coaching. Alors, il y a plusieurs étapes. Première étape, la résilience. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on décide de se mettre en action, on décide de rebondir. Deuxième étape, c'est la mobilisation, qui est très importante pour définir son projet professionnel. Troisième étape, c'est la mise en action. Et enfin, dernière étape, qui généralement peut-être est un peu, pas ignorée, mais un peu sous-estimée, mais c'est de garder, de pérenniser la continuité. Alors, l'étape de la résilience, bien évidemment, comme je disais, faut arriver À surmonter en fait. Alors, je parlerai pas d'échec parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez intégré le fait de cesser son activité et de rebondir. Pour moi, c'est pas un échec. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Si on prend la courbe du changement, bien évidemment, il y a une phase de déni, de colère, et ensuite on arrive à quand on est au fond du trou, la dépression, et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut réussir à rebondir, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la phase d'acceptation. Et en fait, on est tous capables de changer, on accepte le changement en fait. Il faut juste s'en convaincre. D'ailleurs, pour vous convaincre de manière un peu triviale, si vous regardez, là je vous vois, vous êtes tous beaux, vous êtes élégants. Si vous regardez quelques années auparavant, 10, 15, 20 ans, et vous regardez juste comment vous étiez habillés, vous vous rendez compte que non, ça ne vous plaît pas trop. Qu'on voit bien qu'on est déjà soumis au changement rien que par le style et la mode. Bien évidemment, quand on regarde pour peut-être les plus anciens, des photos de vous dans les années 80, avec peut-être la coupe mulet, on se dit, bon, c'est horrible. Et aujourd'hui, vous avez réussi à passer ça. Donc vous voyez bien que le changement est ancré en nous, parce que c'est là-dessus qu'on fonctionne pour pouvoir aller de l'avant. Donc déjà accepter le changement et être sur cette phase, j'allais dire, d'acceptation. La première phase, comme je vous disais, de déni, de colère et puis de dépression. Cette phase-là, en fait, on peut essayer de résoudre ces problématiques de manière seule, parce qu'il faut juste au bout d'un moment conscientiser. Et la deuxième étape où on accepte le changement et on rebondit, là, c'est important capable de se faire accompagner. Donc pour cela, il faut changer de posture. Il
changer son mindset, son logiciel. On était chef d'entreprise, on avait un peu, j'allais dire, le rôle central de l'entreprise. Généralement, quand on est, quand on a une PME ou une toute petite entreprise, on fait un peu tous les rôles. Voilà, on est celui qui fait la stratégie, on est celui qui va manager, on est celui qui va vendre, qui va produire, etc., etc. Quand on accepte d'arrêter son entreprise, faut accepter que voilà, on change de posture. Changer de posture, c'est-à-dire que là, il faut redéfinir un projet professionnel. Donc, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Et définir ce projet professionnel, c'est mettre en lumière et en évidence, en fait, vos compétences. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché du travail, les recruteurs ont des besoins spécifiques. Ils ne cherchent pas quelqu'un de polyvalent, ils ne cherchent pas un chef d'entreprise. Ils vont chercher un directeur commercial, un responsable des achats, un DRH, un cadre commercial. Donc, basculer sur une spécificité, une expertise. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est un peu comme certains sports. Si vous voulez progresser, si vous voulez devenir performant, comme par exemple le tennis ou je sais pas, ou par exemple la boxe, il vous faut un sparring partner. Il vous faut quelqu'un qui vous challenge, qui vous pose des questions, quelqu'un en miroir. Et c'est la même chose, tout simplement parce que quand vous allez être sur le marché du travail, en face de vous, vous allez avoir qui ? Vous allez avoir des recruteurs. Donc, il faut être déjà dans cette situation où vous allez devoir convaincre. Donc, se faire accompagner est très important. Donc la second souffle peut permettre justement à ces personnes de venir au moment de cette réflexion et de cette résilience, parce que c'est ça qui me paraît compliqué, qui paraît difficile, c'est de pouvoir surmonter ce moment-là. Et est-ce que second souffle peut être déjà une oreille attentive, un conseil, un partenaire déjà pour aider à faire émerger En fait, dès l'entrée de second souffle, il y a déjà une écoute bienveillante. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire que on n'est pas seul. Déjà, ça rassure. Le fait de se dire, voilà, parce que généralement, quand vous êtes en cessation d'activité, en liquidation, vous vous retrouvez un peu seul devant le juge. On est d'accord, vous venez pas accompagné. Donc on est seul, et c'est peut-être la solitude qui crée aussi le stress, qui crée ce sentiment de voilà, on est un peu perdu. Donc le fait déjà d'arriver à second souffle, vous allez déjà vous trouver des pairs, trouver une oreille bienveillante, et surtout derrière, vous allez trouver de la méthode, un plan d'action. En gros, ce qu'on fait là, en fait, c'est de la gestion de projet. Et la gestion de projet ici, c'est on part de votre besoin pour arriver justement à trouver cette solution qui est soit se réinsérer de manière professionnelle sur du salariat, mais pas que. Vous pouvez aussi aller sur du freelance, donc en étant auto-entrepreneur, ouvrir peut-être un autre statut, ou passer par le portage salarial, qui est en gros, je pense qu'on a dû en parler aujourd'hui, c'est l'équivalent de se créer son CDD ou son CDI. Et donc, second souffle va permettre justement de montrer que voilà, vous n'êtes pas tout seul, il y a des différents partenaires, différents interlocuteurs qui vont être là pour vous ressourcer et puis vous redynamiser, et surtout pour vous guider, parce que c'est un peu difficile toujours d'être capable de prendre du recul. Donc se faire accompagner, et cet accompagnement passe par la définition de son potentiel. On peut dire aussi la définition de votre projet professionnel. Mais moi, j'ai envie de dire votre potentiel, parce que quand on a été chef d'entreprise, on a expérimenté plusieurs postes, donc on a plusieurs cordes à son arc. Il va falloir juste définir ce potentiel-là. Ce potentiel, comment il se résume ? Alors, moi, généralement, j'applique une sorte de méthode du triangle d'or, qui est basée de 3 dimensions. Première dimension, c'est ce que je suis. Deuxième dimension, ce que je fais.
troisième dimension, ce que je sais. Et avec ça, voilà, on est capable de pouvoir définir son potentiel. Ce que je suis, ce sont vos valeurs, votre personnalité, votre histoire, ce qui fait de vous. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi les soft skills. Alors, comment avoir une image, on va dire, objective de soi? Alors, généralement, moi, je propose aux personnes que j'accompagne 3 petites questions que vous pouvez poser à votre entourage. Donc vos amis, vos anciens collègues, collaborateurs, etc. Première question, c'est quelle est la première impression que tu as eue de moi? La première image que tu as eue de moi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu m'as vu la première fois? Deuxième question, qu'est-ce que tu préfères le plus ou t'apprécies le plus chez moi? Et troisième question, est-ce que depuis qu'on se connaît, j'ai évolué? Et comment? Ça vous permet d'avoir en fait une image assez précise de comment les autres vous perçoivent. Déjà pour pouvoir vous rassurer, de pouvoir aussi conscientiser, et surtout d'être capable de l'intégrer ensuite dans son pitch, dans sa présentation. Parce que c'est toujours difficile d'être capable de parler de soi, donc laissons faire les autres. Et vous voyez, je n'ai pas parlé d'axe de progrès, je n'ai pas parlé de défauts, ce n'est pas très important. Parce qu'en fait, on est là pour se valoriser, pour se mettre en avant, donc définir son potentiel. Ensuite, pour la dimension, ce que je fais, c'est bien évidemment vos compétences. Donc là, il est clair qu'il va falloir faire preuve un peu d'analyse et de mettre à plat, passer au crible en fait vos différentes expériences et de définir avec les termes les plus justes quelles ont été les missions que vous avez réalisées, occupées, avec des résultats, des faits, parce que ce qui est important aussi, c'est d'être capable de démontrer ce que l'on fait. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de convaincre quand on réussit à démontrer. Et souvent, en fait, on a tendance à être plutôt déclaratif que démonstratif. Alors, une petite astuce pour coller au plus près des attentes des recruteurs. Moi, je vous invite à reconsidérer votre parcours professionnel, de revoir en fait tous les métiers, toutes les fonctions au travers les offres d'emploi. Vous regardez les différentes fonctions que vous avez occupées et vous allez regarder les offres d'emploi qui correspondent. Vous prenez 5, 10 offres d'emploi et vous allez extraire le contenu sémantique de ces offres pour venir les coller à ces expériences. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le langage des recruteurs, c'est le langage qui est utilisé justement pour la recherche d'emploi de manière classique. Et c'est ce langage-là qui est la référence. Donc déjà en allant piocher les mots-clés, les éléments de sémantique utilisés par les recruteurs, vous parlez déjà leur langage. Ça évite aussi tout l'aspect un peu jargonneux des fois et un peu technique. Et concernant la dimension ce que je sais, alors là c'est un peu plus large, je vous invite à vous, quand vous avez défini votre projet professionnel, bien évidemment, l'idée c'est aussi de voir quel secteur d'activité on va se positionner. Et souvent, un des reproches des recruteurs qu'on peut faire aux candidats, c'est oui, vous n'avez pas d'expérience dans ce secteur, blablabla, blablabla. Donc, c'est à vous d'aller chercher les informations qui sont essentielles à ce secteur d'activité. Pourquoi ? Tout simplement parce que la connaissance précède la compétence. Connaître un secteur d'activité, c'est déjà faire preuve, j'allais dire, de compétences et d'expertise dans ce secteur d'activité. Alors comment on peut
Comment on peut faire? Tout simplement, Google est votre ami. Vous allez chercher en fait les concurrents, quelles sont les entreprises phares de ce secteur, son évolution. Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux process, nouvelles technologies, etc., etc. Donc voilà, nous avons les 3 dimensions qui vont vous permettre d'avoir la base pour pouvoir définir votre projet professionnel. Parce que, bien évidemment, vous allez vous adapter au marché. Et vous allez vous adapter aussi par rapport aux offres. N'oubliez pas, chaque offre, c'est un CV. C'est le meilleur moyen pour arriver à l'entretien. Tout simplement parce que la fonction du CV, c'est pas de décrocher un poste, c'est de décrocher un entretien. Donc, une offre d'emploi, c'est un contenu sémantique. Votre CV doit avoir en face le même contenu sémantique. Bon, faites pas du copier-coller, ça va se voir, hein. Mais essayez de l'adapter au maximum. Donc vous avez cette base qui va vous permettre de définir votre projet professionnel. Donc vous allez commencer à vous marketer. Et se marketer, c'est quoi? C'est tout simplement développer sa lisibilité, donc en travaillant le contenu, et développer sa visibilité. En fait, ce qu'on fait là, c'est du marketing. C'est de l'inbound marketing, en gros. C'est adapter le contenu sémantique de son offre pour transformer une audience en prospect. C'est exactement ce qu'on fait. On va adapter le contenu de notre offre de compétences par rapport à nos prospects. Nos prospects, dans ce cas-ci, c'est les recruteurs. Donc, il faut correspondre à leurs attentes. Alors, se marketer, bien évidemment, ça passe par un beau CV, bien designé. Ça passe aussi par un pitch. Travailler son pitch de présentation. Je vous conseille de faire 2 pitchs. Un pitch qui dure 1 minute et un pitch qui va durer plutôt 5 minutes, un peu plus approfondi. Ce pitch-là de 5 minutes, c'est celui par lequel vous allez commencer, notamment quand on va vous poser la question en entretien. Présentez-vous. Écrivez-le. Faites du storytelling, racontez une histoire. Ne faites pas une redite du CV. Oui, bon, j'ai commencé en 2001 là, et puis ensuite, non. Racontez une histoire. Donnez le fil conducteur de votre carrière. Donc c'est pour ça qu'il faut l'écrire, il faut l'apprendre par cœur, non pas pour le réciter bêtement, mais tout simplement pour l'interpréter, pour le vivre. Tout comme un comédien, il ne peut que, quand il est bon, c'est parce qu'il connaît bien son texte et qu'il peut le vivre et l'interpréter. La même chose. Et le pitch de 1 minute, voilà, doit être très succinct. C'est ce pitch-là qu'on va utiliser, ce qu'on appelle aussi l'elevator pitch, dans les after-work ou quand vous rencontrez quelqu'un. Parce que parler de vous pendant 5 minutes, c'est un peu long comme ça en soirée. C'est bien de commencer tout de suite avec quelque chose de synthétique. Puis ça montre aussi que vous avez ces compétences-là de synthèse et justement de communication interpersonnelle. Donc une fois qu'on a bien défini, se marketer, c'est aussi, comme je disais, être présent sur les réseaux sociaux. Bon, on n'a pas le temps là de tout aborder, donc j'essaie de concentrer parce que ça demande quand même, là ça se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, donc je vous donne juste une petite trame. Donc sur LinkedIn, bien évidemment, il faut avoir un profil complet avec une photo qui est une photo qui est bien prise, sur laquelle vous souriez. Il faut remplir son profil avec aussi une accroche, une véritable accroche. Dans votre accroche, mettez pas que vous êtes en recherche, blablabla. Non, présentez-vous directement comme un professionnel, comme un expert. Et aussi dans votre intitulé. Mettez pas en recherche active. Enfin, moi, je vous le conseille pas. Voilà. Dites ce que vous voulez faire et mettez des slash, par exemple, directeur commercial, slash, directeur marketing, slash, responsable régional. Enfin, voilà. Les métiers que vous visez. Ensuite, configurez bien votre compte LinkedIn pour être visible auprès des recruteurs. Donc une fois qu'on a ça, déjà ça vous redonne quand même la banane
ça vous redonne un peu de la confiance parce que vous êtes sûr que vous avez déjà les bons outils, une bonne base pour pouvoir quoi ? Commencer à faire des contacts et essayer d'obtenir des opportunités. Alors j'ai mis développer le réseau, mais en fait le réseau, il faut le développer bien avant parce que, alors généralement, quand les cadres viennent me voir et qu'ils sont sur le marché du travail, ils me disent bon voilà, c'est bon, je viens de faire ma rupture conventionnelle et donc là je suis motivé, je suis chaud, je vais pouvoir commencer à créer mon réseau. Non, en fait, il fallait le faire il y a 1 an. Tout simplement parce que le temps du réseau ne vous appartient pas. Vous êtes tributaire des autres. Donc vous voyez, il faut anticiper bien à l'avance le réseau. Et puis parce que aussi la courbe, j'allais dire, de la recherche d'emploi n'est pas du tout, c'est même l'inverse de celle du réseau. Si on prend votre valeur et le temps, plus vous êtes au chômage et plus malheureusement voilà, votre cote baisse. Et celle du réseau, c'est-à-dire plus vous faites, plus le temps passe et plus votre réseau augmente. Donc vous voyez bien qu'il faut commencer bien avant et l'anticiper. Développer son réseau, bien évidemment c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur LinkedIn, mais c'est avoir une démarche qu'on appelle phygital, c'est-à-dire passer du online au offline et inversement. C'est aller à des conférences comme celle-ci, rencontrer les gens, discuter, à des after-work, c'est important. Et puis le réseau, commencez déjà par votre réseau propre, votre entourage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, les gens ne sont pas réellement au courant de ce que l'on est capable de faire, ni même de notre situation actuelle. Et ça passe aussi par l'art du questionnement. Pour pouvoir déterminer des opportunités, il faut être au courant du réseau potentiel de votre interlocuteur. Et que les opportunités se font généralement à N+2, N+1 étant votre entourage proche. Donc c'est les contacts des contacts. C'est là où il y a de l'opportunité, il y a peut-être des rencontres à faire. Et n'hésitez pas surtout à prendre les devants. En fait, restez dans la dynamique dans laquelle vous étiez, où vous êtes toujours, c'est-à-dire vous êtes des entrepreneurs. Vous avez arrêté votre activité, c'est pas grave. Vous l'êtes, vous avez eu votre diplôme d'entrepreneur, vous avez créé votre entreprise. Donc, la dimension de l'entrepreneuriat, c'est quand même quelqu'un qui ose, quelqu'un qui prend des risques. Donc ce que vous avez fait pour vous, et déjà vous êtes un petit pourcentage dans la population active de ceux qui osent franchir le pas. Donc restez sur cette dynamique-là. Allez voir les gens. Connectez-vous. Ne soyez pas timide. Parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre, au fond. Ensuite, admettons, vous avez concrétisé, et puis vous êtes en poste, il ne faut pas s'arrêter. Ce serait dommage. Il faut continuer sur cette dynamique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut aussi élargir ses horizons. Voilà, vous intéresser à autre chose. Vous êtes en poste, donc quand on est en poste, déjà, on est un peu plus serein. Donc, continuez cette démarche de réseautage. Et un point important qui est pour un peu continuer cette dynamique de good karma, de bon karma, c'est-à-dire que au travers de toutes ces étapes, vous avez rencontré des gens qui vous ont donné un coup de pouce, qui vous ont conseillé, qui se sont rendus disponibles pour vous. Et vous faites la même chose avec d'autres personnes. Et c'est un peu la banque, vous voyez, à la banque classique où on va faire un dépôt, on a de l'argent et puis on le retire quand on veut. Là, c'est à peu près la même chose, c'est la banque des faveurs. Vous faites une bonne action
il y aura toujours quelqu'un qui se rappellera en fait de vous. Et puis, c'est toujours bien d'être dans cette démarche d'aide, de collaboration, etc. Donc, voilà pour les 4 étapes. Et alors, je voulais vous raconter une petite histoire pour terminer. Ça va, je suis dans le tempo? Tout à fait, oui, Nickel. on est quasi bon. Alors, pourquoi il y a une guitare? Parfois dans la vie, c'est intéressant de se raccrocher à quelque chose, une sorte d'objet totem, ou une personne, une rencontre. Moi, il y a 12 ans, j'ai monté aussi un cabinet, donc je me suis lancé comme vous, et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, je crois que ça s'est arrêté, parce que je pense que j'étais pas encore prêt. Enfin, je savais que j'étais au fond entrepreneur, mais j'avais pas de méthode, et puis c'est pas grave, voilà, ça m'a appris. Voilà, l'échec, c'est quand même un bon diplôme. Et pourquoi cette guitare? Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu, on va dire, au fond du trou, et en fait, mes amis m'ont offert une guitare parce qu'ils voyaient que j'aimais ça, j'aimais la musique, et puis à chaque fois, je prenais la guitare des potes pour faire n'importe quoi. Donc ils m'ont dit, tiens, apprends la guitare. Et puis, donc je me suis mis à apprendre la guitare. Et en fait, en me mettant à cet instrument, déjà ça m'a fait du bien. Et en fait, j'ai rencontré de nouvelles personnes, un nouveau réseau. Et parmi ces personnes, il y en a une qui m'a mise, j'allais dire, en contact, enfin qui m'a parlé d'une offre d'emploi et qui m'a mise en contact avec la personne qui m'a recruté et qui travaillait à l'APEC. Donc si je n'avais pas eu ça, cette guitare, je n'aurais jamais rencontré cette personne. Ensuite, vu que toujours cette âme d'entrepreneur, je me suis dit, bon, je ne vais pas me limiter juste à faire de la guitare, mais je vais monter un groupe. Donc j'ai monté un groupe et j'ai commencé à faire des concerts. Et parmi les gens qui venaient nous voir en concert, il y avait quelqu'un qui était prof à l'EDEC et qui m'a introduit. Et aujourd'hui, je suis prof à l'EDEC. Le fait d'être prof, ça m'a développé des compétences, notamment oratoires. Et puis ça m'a restructuré aussi, parce que c'est quand même difficile le métier d'enseignant. C'est quand même costaud. Ah, un collègue. Ensuite, je voulais pas m'arrêter là, donc j'ai un groupe. Je me suis dit, et si je montais un label? Pourquoi pas? Donc j'ai monté un label. Et en fait, en montant ce label, il y avait plusieurs groupes à manager, plusieurs personnes. Donc j'ai appris le management, mais j'ai pas appris que ça. J'ai aussi acquis de nouvelles compétences, notamment graphiques, que j'ai dû mettre à Photoshop, InDesign, etc. Parce qu'en fait, quand vous demandez à un graphiste de faire une affiche, ça vous coûte 500 €. Quand vous avez pas un rond, donc vaut mieux apprendre soi. Donc j'ai dû apprendre à travailler la communication, qui m'a aussi permis d'avoir de nouvelles compétences. Ces compétences-là, que j'utilise maintenant aujourd'hui quand j'accompagne notamment alors de l'autre côté des créateurs d'entreprises qui se lancent justement sur l'aspect marketing, communication. J'ai dû maîtriser les réseaux sociaux parce que c'est quand même plus facile quand on a un label de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Et en montant ce label, j'ai rencontré aussi des start-upers à l'époque, des Others, qui eux aussi ont monté une start-up dans la musique. Et en fait, on a commencé à collaborer ensemble avec notre label. Et donc, j'ai découvert ce monde des start-up. Et en fait, moi, le label, c'est un label associatif avec une certaine méthodologie, une organisation. Et cette organisation, je l'ai dupliquée aujourd'hui. Et il y a 2 mois, j'ai cofondé un cabinet avec 3 autres associés, dont un que j'ai rencontré à Second Souffle. Et
Ce cabinet de conseil, qui est, voilà, on apporte du conseil notamment dans le business design, c'est aussi grâce à ce label. Donc vous voyez cette guitare, en fait, c'est une sorte d'élément central qui a favorisé et qui m'a permis de rencontrer en fait de nouvelles personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer en fait. C'était resté uniquement dans mon coin. Et en conclusion. Et la conclusion, c'est d'oser, c'est de vous ouvrir aux autres. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vous avez osé lancer votre entreprise. Donc, continuez en fait avec cette dimension. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un d'optimiste par nature, parce que sinon, il ne se lancerait pas. Et donc, voilà, continuez d'être optimiste. Déjà, ça vous rend heureux et puis ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes et des personnes fabuleuses. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Salim Djilani.